Il est temps de voir un peu ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire en dehors du droit du confinement, avant d'entrer dans le droit du déconfinement. Et pour ça, c'est tout d'abord avec la revue de presse de Lisa qu'on va pouvoir œuvrer. Oui, bah, rebonsoir à toutes et à tous. Alors, petite revue de presse déconfinante, effectivement, pour finir cette soirée, une revue de presse déconfinante dont je vous rappelle, hein, traditionnellement, quelle est la version sélective et résumée de la revue de presse Comprendre le coronavirus, qui est élaborée par les enseignants de la filière de sciences sanitaires et sociales de l'Université Paris-Sorbonne Nord et qui est disponible dans son intégralité sur le site de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS. On vous met le lien. Alors ce soir donc, petit patchwork pour être bien armé intellectuellement au déconfinement. Sociologie tout d'abord. Alors s'il y a bien une chose qui ne va pas s'arrêter de sitôt pour une grande partie de la population, malgré le déconfinement, c'est le télétravail. Et sur cette question, Marianne Le Gagneur propose sur le site de l'EHESS une réflexion intitulée 2020, l'année du télétravail, un billet qui est très court et qui invite à penser ce que cette méthode de travail fait à notre flexibilité et donc aussi à notre vie privée. Et pour aller plus loin, il faut consulter les autres travaux de Marianne Le Gagneur qui fait sa thèse sur le télétravail. Après le 11 mai, certains d'entre nous resteront enfermés. Ce sont celles et ceux qui l'étaient déjà avant, les prisonniers et les prisonnières. Alors pour réfléchir à leur situation, mais aussi pour penser le parallèle qui a parfois été fait médiatiquement et qui est indu entre le confinement et l'enfermement, les chercheurs du laboratoire de recherche de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, l'ENAP, proposent une série de textes sur l'épidémie et la prison. Leurs textes sont publiés sous le nom Covid-19, confinement et prison dans leur publication en ligne, les chroniques du CIRAP, et invitent à la réflexion par des chercheurs et chercheuses spécialisés. Alors, histoire, ensuite, pour deux questions plus légères que ce que je viens d'aborder. Alors, voilà plusieurs semaines qu'on ne se fait plus la bise. Et là encore, c'est pas prêt de recommencer. Mais au fait, ça vient d'où, de se faire la bise? Un petit billet de Maxime Tellier disponible sur le site de France Culture et intitulé Aux origines de la bise, une tradition en suspens, nous en dit plus sur cette coutume un peu étrange et dont on pourrait d'ailleurs se demander si on ne va pas juste la mettre de côté définitivement. Bon alors, la bise, ça existe depuis longtemps, mais la téléconsultation alors, de son médecin, voilà une pratique qui est résolument contemporaine. Et pourtant, l'historienne Isabelle Robin nous apprend que la téléconsultation, c'était déjà une pratique courante au XVIIIe siècle. En 15 minutes d'interview à retrouver sur la page de France Culture Radiographie du coronavirus, elle nous dit des choses qu'on avait du mal à envisager. Alors, deux approches féministes de la crise sanitaire pour continuer cette petite revue de presse. Première chose, dans un article de Mediapart consacré aux couturières indépendantes, le site met en avant la colère de ces petites mains de la lutte contre l'épidémie qui commencent à en avoir marre qu'on leur demande de travailler gratuitement, comme d'ailleurs beaucoup d'autres femmes dans cette période. Ensuite, deuxième chose, le site de l'association Acrimed, association d'analyse critique des médias, nous propose deux articles très fouillés, enfin, un qui est déjà en ligne et un qui arrive, sur la façon dont les magazines dits féminins, je mets plus que des guillemets, s'en donnent à cœur joie dans cette période de confinement pour étendre leurs injonctions totalitaires à tous les aspects de la vie des femmes. Sois belle, garde la ligne, travaille, éduque. C'est le titre de cette analyse salutaire pour muscler notre autodéfense intellectuelle. En parlant d'autodéfense intellectuelle, l'émission Mécanisme du complotisme retrace la construction récente de rumeurs ou de fausses informations sur l'épidémie de Covid-19 en 3 épisodes de 15 minutes. N'hésitez pas à consulter d'ailleurs les autres épisodes de cette émission qui revient sur plusieurs thèmes, le prétendu grand remplacement, les attentats du 11 septembre, etc. Tout pour renforcer nos autodéfenses politiques. Enfin, pour finir sur une note totalement différente et revenir un peu sur le monde de l'université, un conseil un peu décalé, la chaîne de vulgarisation scientifique sur YouTube, Science étonnante. Alors, dans des épisodes qui durent de quelques minutes à plus d'une demi-heure, vous trouverez des explications limpides sur cette chaîne sur les questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées, comme par exemple jusqu'où ira le record du saut à la perche, ou alors mon verre d'eau contient-il des molécules déjà bues par Jules César. Alors, vous pouvez aussi vous lancer dans la mécanique quantique sur cette chaîne, si vous le souhaitez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais si je vous parle de cette chaîne, c'est pour vous conseiller une vidéo en particulier à nous, universitaires et éventuellement étudiants et étudiantes qui nous écoutent. Cette vidéo, c'est celle dans laquelle David Louapre, donc, qui tient cette chaîne,
consacre toute son explication à l'algorithme de Parcoursup. Alors, sans même s'attarder sur les critères de classement qui sont mis en place par les universités pour classer les étudiants et les étudiantes, parce que ce n'est pas sa spécialité, il montre comment ce système est mathématiquement moins favorable au bachelier que ne l'était son prédécesseur, APB. Alors pourquoi cette vidéo? Histoire de ne pas oublier qu'avant cette crise sanitaire, l'université était engagée quand même dans quelques combats qu'il ne faudra pas oublier lorsque nous serons déconfinés, au risque d'être très vite tout déconfiné. Alors bonne lecture, bonne écoute et à la semaine prochaine. Merci Lisa, merci pour ces références qui alternent le chaud, le froid, à toutes les variations, comme tu sais si bien les mettre. J'avoue que j'ai une petite appétence pour cette histoire de la bise qui était dans les cartons depuis un bout de temps. Je vais enfin pouvoir me rendre compte des raisons pour lesquelles il faut l'abandonner. Mais je me sens tellement désorienté que j'ai besoin aussi de références littéraires pour souffler. Et là, je sais qu'on n'a plus qu'un espoir, c'est celui que notre autre Jean-Baptiste nous sauve la mise.